Salut tout le monde, salut les épicurieux. On est dans un nouvel épisode sur ce road trip en camping-car en Turquie et on va vous emmener dans le nord. Le long de la mer Noire. Le long de la mer Noire. Alors ce midi on a vu un Turc qui nous a conseillé de suivre une certaine route qu'on va découvrir ensemble. Avant de prendre la route d'Ankara, on trouve un petit coin tranquille où on prend le temps de se reposer avant d'attaquer la ville. Le lendemain, on va donc vers cette mégapole énorme, puisqu'il y a presque 6 millions d'habitants. Ça nous fait un peu peur, mais bon, on va essayer d'y passer une soirée. Et on trouve un petit parking sympa, où on est pour l'instant seul, mais pas longtemps. Et oui, là c'est nous, on dirait qu'on a raté un truc. Et puisque tout le monde vient faire la fête ici, eh ben nous aussi, on va aller voir ça. Notre soirée à Ankara, ville très européenne. Avec des bouchons comme à Paris. Finalement, on passe un bon moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de soirée. Et d'autant que juste à côté, il y a un lac qui est sublimement éclairé. Et on en profite avant de retourner dans notre camping-car au milieu de ce parking qui, heureusement, se vide vers 2-3 heures du matin. On sort d'Ankara et on a passé une soirée un peu occidentale. C'était très agréable. Mais en même temps, on n'apprécie pas trop les grandes villes, donc on n'a pas trop traîné. Ankara, c'est une mégapole avec une structure très étalée en surface. On a pris un périphérique. C'est pas très chouette, il y a des maisons, c'est un peu toutes pareilles. Regardez la série de photos que j'ai faites sur les maisons et l'architecture. Justement, en parlant d'architecture, aujourd'hui on a pris la route vers le nord parce que on va vers la mer Noire. Mais en même temps, on traverse des petits villages sympathiques qu'on va vous montrer. On a choisi de vous montrer un village musée qui nous semblait intéressant parce qu'il est en dehors des parcours touristiques. Et nous voilà donc arrivés à ce village. On va aller voir ces maisons. Il y a un autre village un peu plus loin qui est très visité par contre, qu'on fera peut-être demain en passant sans s'arrêter parce que c'est très touristique. Et là, on est seul. C'est effectivement un village très joli. L'architecture est particulière, mais un peu déglinguée. On va dire que c'est en état de ruine avancée pour la plupart des maisons. Là, c'est un peu à l'abandon. Là, c'est laissé au vent. Ça tape au vent. C'est un peu désolant de voir ça. Pas un village musée, c'est un village fantôme en fait. Bon, c'est occupé par des chats en tous les cas dans ce village. Oula, il a peur. Il y a les chats et il y a les chiens, il y a les fils de la chienne qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai, c'était la femelle tout à l'heure. Ils ont tous la même tête dans le village, ces chiens. C'est une fille, hein, tu as raison. Oui, t'as peur du chien, hein? Mais t'as peur de tout le monde, toi aussi, non? Là, c'est l'ancien lavoir. English? Yes? Ah, okay, thank you.
C'est le chant du muezzin qui nous accompagne jusqu'à notre coin, qui se trouve juste à l'entrée du village et qui a été un très bon coin. On a passé une très bonne nuit. Le lendemain, il faut reprendre la route. Ah, on a pris des petites routes pour arriver jusqu'à la mer Noire. Le paysage a changé, on est dans la verdure. Et on a traversé une chaîne de montagnes et on va, je pense, descendre de manière assez abrupte maintenant vers la mer. On aperçoit entre les arbres. Ça descend raide. Ça a l'air brumeux sur la mer, on voit rien. Tant mieux, ça c'est un peu de fraîcheur. Là, cette fois on arrive sur la mer Noire. Dans un petit, en fait une ville, c'est pas un petit village, qui semble intéressant. On est arrivé sur le bord de la mer dans un petit port. C'est sympathique, on va chercher un restaurant. On est bien accueillis ici. Alors on ne sait pas comment ça s'appelle le village. Hein. Asmara. Asmara. Décidément dyslexique, Elodie. Et voilà, c'est une ville peut-être balnéaire, touristique. En tous les cas, pour l'instant, c'est bien sympathique. On va voir, il y a 2-3 trucs à voir dans la ville. Les murailles, la mosquée, enfin du moins l'église byzantine qui a été transformée en mosquée. Et puis ça sera notre route pour longer la côte jusqu'à Istanbul et jusqu'en Bulgarie ensuite. On s'est garé sur le parking qui est là-bas au fond, on ne le voit pas le Curiosity, mais il est au fond derrière les arbres. Et voilà le port, enfin la plage même de la ville. Et peut-être que c'est les mosquées qu'on voit là qu'on va aller visiter. Et puis un bon petit resto. Peut-être. En tous les cas, c'est l'heure de manger. Alors ça. On est garé là vers le musée. Là, on a vu la plage avec le port. On va faire la bordure. On va aller voir le pont. Ouais, qu'on voyait de loin. Ouais. Là, il y a une mosquée, là, il y a une rue commerçante, là, il y a l'église byzantine. Et là, il y a l'autre grande plage, parce qu'en fait, ça fait un promontoire, avec un autre promontoire encore ici, mais là, c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut peut-être pas se baigner, parce que l'eau, elle est réputée très, très, très froide. On va tâter. On va tâter. La visite de la ville s'avère très agréable. Ah, c'est très agréable parce qu'il fait frais. C'est quand même une ville très touristique avec plein de boutiques souvenirs et compagnie. Bon ben on va chercher un restaurant où on mange du poisson. Balik c'est le poisson. Ouais, c'est un bar du choix, il y en a tellement. Bon ben on a opté pour manger au restaurant face à la plage. Un restaurant qui nous offre du poisson. On va voir ce que c'est, on sait pas trop. On a choisi sur la carte. Et des anchois, chinchard, du calmar, des aubergines grillées, la salade spéciale pays. Bref, comme d'habitude, on ne manque pas de manger local. Le soir arrivé, on retourne dans notre coin, au bout du port, et on passe une très bonne soirée avec un très beau coucher de soleil. Et si cette arrivée sur la mer Noire nous a satisfait, le reste est devenu très désagréable. En suivant la côte, la route que l'on prend est très dégradée et même dangereuse. Alors on est dans une pente à 11%, remplie de camions dans les deux sens, une petite route de la côte de la mer Noire. Peut-être que c'est une route à éviter si un jour vous venez par là, passez par l'intérieur. C'est rempli de virages et de camions, des temps bleus en pente, avec des épingles à cheveux. N'importe quoi. On traverse des villages en route étroite. Ah, il me fait signe que je le double. Moi, j'ai pas envie de le doubler. Hein. Les voitures, elles peuvent passer là. On fait la queue derrière les camions. On en double un pour en trouver un autre devant. Et ça dure des kilomètres. La route est complètement défoncée. Bon, après la montée, la descente c'est pas mieux. Hein. Je descendre en première
frein moteur première, hein, tellement ça descend vite. Allez, pareil, pente à 10% pour la descente. Ouf, la route elle est quand même plus large là, puis elle a été refaite. Ah, on avait vu beaucoup de choses, hein, des tracteurs qui tiraient des voitures tiraient des tracteurs. Oui, je vais couper en plein épingle à cheveux, sûrement. Un scooter qui se fait tirer par une voiture, c'est assez original. On traverse ensuite une zone remplie de camions, de centres houillers, de mines. C'est très désagréable et on n'a qu'une hâte, c'est sortir de ce secteur et se trouver un coin pour le soir. Ça semble pas très évident. Voilà un des meilleurs coins qu'on ait trouvé sur la mer Noire. Alors là, comme ça, vu d'ici, ça a l'air sympa. On est au bord de l'eau, mais c'est dégueulasse. Partout des ordures, des feux qui traînent, et ça c'est le côté positif, parce que de l'autre c'est pire. Et pourtant on fait un bon petit déjeuner. Il n'y a pas eu de bruit, c'est déjà bien. Ah, c'est la première nuit qu'on passe sans qu'il y ait de la musique. Mais restons positifs, demain on va peut-être trouver quelque chose de bon. Alors aujourd'hui on tente un nouveau truc. Ouais, une spécialité, un dessert, le kazandibi. Alors ce qui est original, c'est pas que ça soit un dessert, c'est que c'est un dessert au poulet. C'est un dessert à base de lait et de blanc de poulet pilé, donc je sais pas si ça a le goût de poulet ou de lait. Alors, verdict? On dirait un flan parisien. Pas du tout le goût de poulet. Ben ouais, ça fait bizarre. Un peu la consistance peut-être. Du blanc de poulet. C'est bon, c'est sucré, c'est entre le flan et le blanc mangé. Ah, blanc mangé, antillais. Heureusement, on a quand même trouvé à la fin de ce parcours côtier et presque en arrivant au Bosphore, des plages, et notamment celle-ci qui nous a permis de rester 2 ou 3 jours et à se ressourcer et en profiter pour vous présenter quelques éléments qu'on n'a pas encore abordés depuis le début de cette série, notamment sur la sécurité, sur les services qu'on peut rencontrer en Turquie. C'est l'occasion de répondre aux questions qu'on s'était posées au début et que vous avez reposées dans les commentaires. La sécurité. Dans vos commentaires, on nous a posé des questions sur la sécurité en Turquie. Eh bien, il se trouve que la sécurité, c'est pas un problème. Qu'on dort dans des coins sauvages, vous êtes posé la question de savoir si ça pose un problème. Ben non, en fait, moi qui suis la trouillarde du groupe, j'ai jamais eu le sentiment d'être en insécurité. Il y a toujours un chien qui veille sur nous. Il y a toujours des chiens qui sont autour de nous, et quand ils sont autour de nous, ils nous gardent. Et c'est-à-dire que la nuit, ils aboient. Ils aboient, malheureusement, on va en parler plus tard, c'est plutôt gênant. Alors, pour les chiens, il y en a qui se posent la question de savoir si c'est embêtant. Si on a peur des chiens, ça peut être un petit peu effrayant parce que quand on arrive quelque part, ils sont en meute et ils ont tendance à venir en courant vers vous. Ah, et en aboyant, mais ouais. C'est pour nous accueillir en fait. Hein. Oui, il suffit de les appeler et du coup ils viennent en remuant la queue, en baissant la tête, câlin sur la tête et on est copains à vie. Hein. Ah ouais, mais alors à partir du moment où on est copains, ils aboient tous les autres qui passent. Mais non, c'est pas, ils sont. Jamais on a rencontré un chien agressif et pourtant on l'a rencontré dans chaque coin, les 5, 6, là on est dans un coin, il y en a une dizaine et ils se disputent entre eux pour venir nous faire des câlins. Quoi, il arrive qu'ils se battent entre eux, mais c'est tout, ils n'ont jamais été agressifs avec nous. Quand on leur donne à manger, en fait, il y a des hiérarchies qui s'établissent et il faut faire attention de donner à manger à tout le monde et de manière séparée ou en les éloignant des fois. Mais bon, en tous les cas, c'est très agréable d'avoir ces chiens qui sont accueillants. Alors, je dis pas, les gens qui ont des chiens dans leur camping-car, ce qui n'est pas notre situation, ça pose problème. Des fois, j'entends dans les commentaires que quand on a son chien, c'est embêtant parce qu'il se fait agresser. Je sais pas s'il se fait agresser, nous on n'a pas eu de situation de ce type, mais c'est peut-être là le souci. Mais à part ça, et les chats aussi, mais on a beaucoup moins de chats qu'en Grèce où on avait beaucoup de chats ici. On a moins, ils sont dans les villes en fait les chats, et comme nous on est moins dans les villes, on les voit moins. Ouais, c'est vrai que les animaux de la nature ici,
c'est les chiens. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Mais ceci dit, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème en Turquie. Je peux même dire qu'on était plus vigilant en France, ou encore pire en Italie, que en Turquie, où là, vraiment, il n'y a pas de souci. On peut aller se promener, on laisse le camping-car tout seul pendant des heures, on sait qu'il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, les Turcs eux-mêmes, ils laissent leurs affaires dehors quand ils vont se promener. Non, on n'a pas l'impression qu'il y a des voleurs même. Non, on voit beaucoup de patrouilles de police. Enfin, la police fait des rondes comme. Oui, elle est très présente. Mais... Elle est très présente surtout sur la route. Alors justement, concernant la route. Oui, alors s'il y a de l'insécurité, c'est plutôt sur la route. Hein, ah oui, alors là, le code de la route, c'est accessoire. Il faut reconnaître que. Ouais, ils conduisent pas mal, mais ils suivent pas les panneaux. On n'a jamais vu d'accident jusqu'à présent. Au bout de 2 mois de circulation plutôt bizarre, on n'a jamais rien vu. La route, elle est sécurisée. Il y a des panneaux avec des indications de limitation de vitesse un peu trop basse que personne ne respecte de toute façon. Les lignes blanches, personne ne les respecte. On se fait doubler en haut d'une côte sans visibilité, ça se rabat à droite à gauche, t'as fait des queues de poisson. Mais personne ne klaxonne, hein. Non, c'est cool. Ça passe toujours. Quand ça passe à 2, ça passe à 3. Et quand il y a les klaxons, c'est pour dire bonjour. Parce que ça, par contre, la Turquie, c'est un pays hyper accueillant, tout le monde vous fait des coucous, tout le monde vous dit bonjour, et tout le monde est souriant. J'ai pas vu de gens s'énerver sur la route. Hein. Non, ni sur la route, ni nulle part. Ni nulle part. Et pourtant, sur la route, il y aurait de quoi s'énerver des fois. Bizarre. La propreté. Alors là, c'est un vrai problème en Turquie. Ouais, les plages sont toujours pleines de déchets. Alors au début, ça surprend beaucoup. On s'y habitue petit à petit. Au début, on nettoyait. Quand on arrivait, on s'est vite aperçu que c'était mission impossible. Il y a tellement de déchets. Et des fois, on s'aperçoit que les gens qui viennent pique-niquer à côté de nous, en partant, ils laissent des déchets. Pas tous, et pas toujours tout d'ailleurs. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils emportent leurs poubelles, mais ils laissent leur mouchoir, ils laissent une canette. Alors d'ailleurs, les canettes et les bouteilles vides... Elles sont récupérées. Il y a des gens qui doivent vivre de ça, vivoter de ça avec les consignes en fait. Donc c'est récupéré. Ouais, c'est vrai. On voit des gens qui se baladent avec un sac et qui récupèrent les canettes, les bouteilles. Les bouteilles, on sait quand c'est consigné. Les canettes, elles sont recyclées. Alors il y a peut-être une question de saison aussi, parce que là, plus ça va, plus on commence à voir des gens qui nettoient les plages, des employés municipaux, et puis des jeunes aussi, des fois, qui font un peu l'effort de ramasser, mais pas tous. Non, on peut pas dire, non. Il y a des parties qui sont nettoyées dans les villages, c'est relativement propre. Dans les endroits où on campe, ça l'est beaucoup moins. Dommage, parce que c'est là où on va. Mais bon. Voilà, c'est un point faible de la Turquie, c'est la propreté des sites. Alors un autre point faible quand on fait des bivouacs en camping-car, c'est la tranquillité très relative des nuits. Ah, et on a trouvé des coins sauvages où on était seul. La journée, c'est super calme. Et la nuit, il y a toujours des fois des problèmes de chiens, des muezzins qui chantent un peu fort et des fois même très très fort, surtout que les minarets ils sont accompagnés de haut-parleurs et dans le village même qui est très très loin, on l'entend comme si on était au bas du minaret. 4h20 le matin en ce moment, lever du jour. Hein. Et le soir 22h. 22h20. 22h20. Ouais, ça dépend de la saison. En ce moment, là, on est en fin de printemps et donc les journées sont plus longues et du coup le muezzin c'est tard le soir, tôt le matin. Et puis le problème aussi c'est les voitures avec la musique, parce que les Turcs ils adorent pique-niquer, ils adorent faire la fête sur les plages et du coup il y a toujours une voiture avec la musique. Le samedi soir, n'imaginez pas que vous allez dormir dans un coin tranquille, même pas que le samedi. Pas que le samedi soir, mais enfin c'est souvent le week-end. Ceci dit, quand on est dans un coin tranquille et qu'il y a une voiture qui arrive, même dans des coins sauvages, une voiture qui arrive à côté de vous, vous pouvez être sûr que vous allez avoir la musique, comme s'il la mettait pour vous. Hein. D'ailleurs, c'était plutôt des musiques agréables. On a découvert plein de chouettes musiques turques. Hein. Oui, c'est vrai. C'était bon, mais bon, découvrir la musique turque à 2h ou 3h du matin, c'est plus ou moins agréable. Ah, parlons des services. Vous avez posé beaucoup de questions à ce sujet. Aujourd'hui, c'est service.
Alors le service courant des poubelles, en Turquie il y a beaucoup de poubelles non triées, il y a quelquefois des tris, des habits, des bouteilles, mais pas beaucoup de poubelles de tri. Enfin là c'est du tout venant. On en trouve beaucoup, donc il n'y a pas de raison de jeter à côté des poubelles, ce que les Turcs font beaucoup malheureusement. Pour le reste, on trouve de l'eau très facilement. Il y a des fontaines comme celle-ci par exemple, elles sont très nombreuses, il y a des sources en fait dans la montagne, on fait l'eau très facilement. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour les aires de service, eh bien, on est dans le même cas de figure que lorsqu'on était en Grèce, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. Et sur la route, on n'en a jamais trouvé, nous. Il y a néanmoins la possibilité de faire ces services dans des WC publics, comme celui-ci où je vais vous amener maintenant. Alors pour la cassette, on utilise la nature, des trous dans le sable, et si c'est possible, c'est le cas aujourd'hui, eh bien des toilettes publiques. Alors les toilettes publiques, c'est évidemment c'est la WC turque. On est en Turquie. Et je ne veux pas vous laisser assister à ça, mais voilà, c'est pratique. Alors, il n'y a pas que des WC turcs, il y en a quand même les autres ici. Et puis aussi, il y a de l'eau, et on va d'ailleurs en profiter pour faire l'eau en même temps que la vidange des eaux noires. Les robinets pour le plein d'eau sont souvent des robinets comme ça, sans vis. Heureusement, ils ne sont pas à poussoir, parce que quand c'est à poussoir, c'est pénible. Celui-là, de la pression, en plus, c'est bien. Mais moi, j'utilise ça, c'est-à-dire un embout que j'ai fabriqué avec un bout de tuyau. Alors, je l'ai pris très serré, hein, vous voyez, il est très serré, pour arriver à ce qu'il ne s'échappe pas quand j'ai de la pression. Et je le branche ensuite, évidemment, à mon tuyau normal. Voilà, une fois qu'il est mis comme ça, il tient bien. Alors, j'ai des tuyaux de différentes dimensions, mais la plupart du temps, c'est des petits robinets comme ça. Donc avec ça, ça va aller impeccable pour aller jusqu'au robinet qui est là-bas. Bon voilà, pendant que je fais le plein d'eau, Elodie a fini de nettoyer, parce qu'en plus il y a un robinet dans les toilettes turques, donc c'est pratique pour nettoyer la cassette et nettoyer la cuvette, parce que évidemment, c'est mieux. Et là, on est dans un coin que j'ai d'ailleurs mis sur Park Night, parce qu'il est très agréable, espacé, et puis au bord de l'eau, avec même une table si on veut pique-niquer. Voilà, ça c'est le côté positif, c'est possible, mais c'est rare. Et comme les fontaines ne sont pas toujours équipées de robinets, des gros tuyaux, on utilise un autre système, une astuce dont je vous parlerai cet été dans la mise en ligne qui sera le 5 août. Dans les services que l'on doit faire aussi, il y a le carburant. Alors c'est pas ce qui manque en Turquie, il y a des stations de partout et elles sont toutes au même prix. Et si on voit les prix changer, c'est surtout dû à l'inflation. Elle est de 28% en 2 mois. Le prix du gazole était compris entre 1,20 et 1,50 € en tenant compte de la baisse de la lire. Il faut aussi faire le gaz. Alors pour le gaz, c'est les mêmes robinets que l'on a en France, donc c'est les mêmes embouts. Et si ça vous intéresse de savoir comment on fait nous, je vous renvoie ici à ce tuto. Je sais, c'est contesté, en France c'est pas autorisé. Mais partout ailleurs, oui, et en Turquie, tout le monde le fait, pour les petites comme pour les grandes bouteilles, et ça pose aucun problème. Et heureusement, parce que sur les longues distances, le gaz, on utilise beaucoup, là, on est déjà au moins à 7-8 bouteilles remplies comme ça. Les stations qui le font, elles sont très nombreuses, et c'est pas cher. On est à moins d'1 €, là, actuellement, avec le pour, on est à 70 centimes le litre à peu près. En Turquie, tout est facile. On trouve des coins sauvages facilement, on trouve de l'eau partout, on peut se garer pratiquement partout, il n'y a jamais eu un problème. Le camping est autorisé et c'est une pratique courante en Turquie. Il y a une chose qui est la plus délicate, c'est d'échanger en parlant. En fait, les Turcs parlent très peu des langues étrangères, à peine un peu l'anglais parfois dans les sites touristiques, les commerçants, et parfois on nous parle en allemand, même en campagne. Des gens qui ont travaillé en Allemagne et qui ensuite sont revenus en Turquie pour leur retraite. Comme hier soir par exemple, ça a été le cas. Sinon, comment on fait? Eh bien, on a du mal. Pour lire, c'est déjà délicat parce qu'on a des problèmes. Je vous montre ce que Elodie a déjà essayé de faire. Alors, Elodie est en train de regarder un bouquin pour apprendre un peu le turc. Qu'est-ce que tu as découvert? Alors que les lettres, elles se prononcent toujours pareil. Ça ne va pas changer selon les associations, mais par contre, elles se prononcent pas comme on les voit en français. Donc le C. Ouais, c'est pourtant des lettres latines, hein, parce que ta turc, il avait fait ça. Ouais, 1928, alphabet latin. Alors le C,
tout seul, ça se prononce dj, comme jean. Ah. Le C c'est dit, c'est tch, comme chin chin. Le S, ça se prononce comme les deux S français, comme dans assiette. Le S c'est dit, c'est le che de chat. Le G, ça comme gay, ou gup. Le G avec un truc comme un accent circonflexe à l'envers, c'est muet. Comme le tilde en espagnol? Non, même pas, c'est vraiment un accent circonflexe à l'envers. Ah bah d'accord. Le A, ça se prononce comme un A accent circonflexe français, donc le A comme dans pâte. Le E, ça se prononce comme un E français, comme dans chèvre. Le I, avec point, c'est comme un I français. Alors que le I sans point, c'est un E comme dans sœur. Bah, je crois qu'on va arrêter là la leçon de turc. Il m'en reste plus que 4. Le O, c'est comme un O. Le O avec un tréma, c'est un E comme dans cheveux. Ouais. Le U, c'est un OU comme dans hibou. Et le U tréma, c'est comme dans tu. Donc c'est un U. C'est un U. Bon, c'est facile, hein. Ce que vous voyez derrière, c'est le linge qui sèche parce qu'on sort de la laverie. Ah oui. Alors, justement, à propos de laverie, est-ce qu'on en trouve en Turquie? Et la réponse est non. D'ailleurs, j'ai fait un tuto pour savoir comment on se débrouille. Je vous y renvoie. Donc, on arrive plus ou moins à apprendre quelques mots du genre merci, teşekkür, ou bonjour, good nighten, ou salut, merhaba, ou du pain, ekmek. Bon, on se débrouille pour l'ordinaire. Mais quand ça devient plus compliqué, il va falloir faire une vraie conversation. Alors, on avait pensé avoir un traducteur et on l'a pas eu, mais il y a une solution avec Google. Google propose une application qui s'appelle Google Traduction, c'est tout bête, et je vous montre comment on s'en sert. Par exemple ici, je vais dire, dans la partie ici qui est conversation, je vais parler en français, je vais parler en français. Et donc il me le traduit ici en turc et en même temps qu'on l'entend. C'est-à-dire qu'on peut faire une conversation et dire j'appuie sur le bouton français. Il vient de dire j'appuie sur le bouton français. Je voudrais savoir si je peux stationner ici et y passer la nuit. Buraya park edip geceyi orada geçiremeyeceğimi bilmek istiyorum. Bon voilà, si vous comprenez le turc, vous avez compris ce que je viens de dire en langue turque. Voilà, donc on arrive à avoir des échanges et pour les commerçants, des fois c'est utile quand on veut savoir ce qu'il y a, notamment au menu ou dans un commerce, ce qui se vend. Alors on n'a pas filmé en direct la conversation parce que c'est gênant pour les personnes. Mais voilà, le fonctionnement est très simple. Et on fait parler les gens. Ici, par exemple, on leur fait parler ici en turc, en appuyant sur turc. Et nous, on l'entend en français. Et on le lit en français. On peut faire ça à toutes les langues. C'est quand même pratique, hein. Voilà, je réponds ainsi à la question qui m'avait déjà été posée par Pierre, par exemple. Et d'autres. Et voilà, donc on rejoint la route maintenant de la Bulgarie. On s'arrêtera pas à Istanbul, on a déjà visité déjà 3 fois, donc si vous y êtes jamais allé, c'est indispensable. Et nous, nous partons maintenant sur la Bulgarie. Cette partie de la Turquie, ça a été la moins intéressante, à vrai dire. Hein, le bord de la mer Noire. Le bord de la mer Noire, côté est. Côté ouest, on le fera dans un prochain voyage quand on ira en Géorgie, dans le Caucase. Pour l'instant... voilà, on a fait un petit bilan parce qu'au début, on vous avait dit qu'on vous donnerait plein d'explications. On vous les a données seulement dans ce blog parce qu'on avait le temps vu qu'on n'avait pas trop de choses à raconter cette fois. Eh bien, on vous dit à bientôt pour la Bulgarie. Bye bye, salut les épicurieux. Salut.